Un test pour le gros vide. Personnellement, je ne me dirige pas chaque jour vers la clinique familiale du coin pour faire des tests médicaux, tout comme je ne subis aucun traitement de chimiothérapie juste au cas où j'aurai le cancer un jour. Alors j'aimerais dès le début clarifier une chose, c'est que l'objet de ma vidéo n'est pas de faire de la désinformation ni de la diffamation. Et j'ai trouvé quelque chose pour le moins surprenant, c'est l'objet de mon partage, parce que ce qui va suivre va certainement vous étonner. Je m'appelle Mohamed et les gens qui me connaissent savent que je suis une personne plutôt discrète. Je n'aime pas m'exposer, encore moins sur Internet, mais devant les questionnements de plusieurs personnes, moi le premier, j'ai fait mon devoir et j'ai fait une découverte sur l'efficacité des tests rapides qu'on nous fait subir. Pour passer mon message de manière pédagogique, j'ai conçu ma présentation sous 3 phases. La première, une espèce de devinette c'est un cas que je vais transposer sur le cas de l'alcotest sur les routes, pour finir avec le test rapide. Le premier principe, c'est c'est pas un principe, mais c'est un constat, c'est qu'il y a 2 types de sciences en fait. Les sciences dites prédictives et les sciences dites descriptives. Quelle est la probabilité que le chaton que j'ai entre les mains soit mignon? C'est-à-dire, quelle est la probabilité que la chose que j'ai entre les mains, sachant que cette chose-là est un chaton? Eh bien, la plupart diront forcément c'est mignon, mais c'est une réponse qui est intuitive, c'est quelque part vrai, parce qu'on sait tous que la plupart des chatons sont mignons. Mais ce n'est pas la même chose si je vous dis, je tiens quelque chose dans la main, vous ne savez pas c'est quoi. Quelle est la probabilité cette fois-ci à ce que cette chose-là, ou cet objet-là, ce soit un chaton? Eh bien, vous voyez que c'est pas du tout la même chose, hein. Ce qu'on appelle la probabilité à ce que ce soit un chat, sachant que c'est mignon, il est défini par l'expression probabilité que ce soit à la fois un chat et à la fois mignon, divisé par la probabilité mignon, que ce soit mignon. Ce que vous voyez en dessous là, c'est vraiment crucial, et ça s'appelle un Venn diagram, ou bien un diagramme de Venn en français. L'ensemble des chats est quasiment mignon. Vous voyez qu'il est quasiment inclus à l'intérieur de l'ensemble mignon. Mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. L'ensemble des choses mignons ou mignonnes n'est pas forcément inclus ou n'est pas contenu dans l'ensemble des chats. En fait, la remarque que je voudrais retenir ici, c'est que la probabilité pour que ce soit à la fois un chat et mignon, c'est la même chose que la probabilité que ce soit mignon et chat à la fois. C'est trivial, hein, à travers le diagramme de Venn, on le voit très très bien. En haut à droite, j'ai retenu l'expression, juste pour faire un tour de passe-passe, que vous savez que quand on divise par quelque chose, ce quelque chose, quand il va de l'autre côté, ça devient multiplié, et inversement. Et c'est ce que j'ai ici, la probabilité que ce soit à la fois chat et mignon, c'est la probabilité de mignon multipliée par la probabilité que ce soit un chat lorsque je sais que c'est déjà mignon. Et on retiendra pour la suite juste l'expression, la probabilité que ce soit un chat lorsque je sais que la chose ou l'objet est mignon, c'est la probabilité initiale que c'est un chat multiplié par la probabilité que ce soit mignon lorsque je sais que c'est un chat divisé par la probabilité du mignon. En fait, ce qui est bleu, la probabilité de chat, c'est ce qu'on appelle la probabilité a priori. Quelle était la probabilité que mon hypothèse soit vraie, c'est-à-dire que l'objet soit un chat, avant que tu me dises que la chose est mignon? Ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité a priori. La probabilité que ce soit mignon lorsque tu sais que c'est un chat, ça, c'est la probabilité de l'évidence que ce soit mignon, sachant que mon hypothèse est déjà vraie. C'est-à-dire que quand je te dis que c'est un chat. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est ce qu'on appelle la probabilité marginale. Ça, c'est un petit calcul à faire. En fait, c'est la probabilité de la nouvelle évidence, c'est-à-dire être mignon sous les différentes hypothèses qui sont vraies. Être un chat, par exemple. Et puis, l'expression calculée, c'est ce qu'on appelle la probabilité a posteriori.
parce qu'on a l'évidence, on connaît l'état de l'évidence, mignon ou moche, test positif, négatif, blanc, noir, etc., pile ou face, etc. Ça, c'est une probabilité qui est calculée. Et en fait, c'est la probabilité que mon hypothèse, c'est-à-dire chat, que ce soit un chat, soit vrai, quand j'ai observé l'évidence, c'est-à-dire quand j'ai observé ou entendu, ou quelqu'un m'a soufflé que c'est déjà mignon. Le deuxième constat que je veux faire, c'est que la science n'est pas le doute, comme laissent croire les réseaux sociaux de nos jours. En fait, la science utilise le doute dans le processus scientifique, mais n'est certainement pas le doute. Les vrais scientifiques savent ce qu'ils savent, mais ils savent aussi ce qu'ils ne savent pas. Et ils n'ont aucun complexe à l'affirmer, ça. Ce que les scientifiques savent est utilisé pour alimenter ou bien pour mettre à jour parfois le corpus de connaissances scientifiques. Ce que les scientifiques ne savent pas encore, y compris par exemple les sujets sur lesquels ils sont partagés, où on a un doute, fait l'objet de recherche scientifique. Et pendant le processus de recherche scientifique, c'est là où intervient le doute. Et c'est là où le doute scientifique est utile. Mais de là dire que la science c'est le doute, non. Ce qu'on sait, ça fait partie du corpus de connaissances et on bâtit notre savoir sur des petites briques de connaissances. Je vais poser un problème. Supposons que tu te fasses arrêter, par exemple, sur une autoroute un samedi soir par un policier, et puis sans aucune raison valable. Aucune. Il décide de te faire passer un test. Tout simplement, devinez quoi, c'est pour savoir si vous avez bu de l'alcool. Ce test, vous n'êtes pas très confortable, puis vous posez la question, est-ce que ce test est fiable? Le policier rétorque, oui, il est fiable à 95%. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement être fiable à 95%? C'est-à-dire que si tu avais bu de l'alcool et que tu passes ce test, eh bien, dans 95% des cas, le résultat sera bien positif. C'est ça que ça veut dire. Un test fiable à 95%. Maintenant, une question. Tu passes le test, il est positif. Quelles sont les chances que tu sois réellement en état d'ébriété? J'ai donné volontairement l'exemple avec le chat parce que tout le monde est facile, tout le monde peut le comprendre. Je prends l'état chat, je le remplace par l'état sobriété ou ébriété. L'évidence d'être mignon ou d'être moche, je remplace ça par l'évidence test positif ou négatif. Et je garde exactement les mêmes formules. Je remplace donc chat par ébriété, mignon par test positif. Et ça me donne la probabilité que je sois réellement en état d'ébriété lorsque le résultat de mon test est positif, l'expression en vert. Ça, c'est ce que je vais calculer. C'est la probabilité que je sois en état d'ébriété, selon les statistiques connues, selon les données initiales, multiplié par la probabilité que mon test soit positif lorsque je sais que j'ai déjà bu de l'alcool. Le tout divisé par la probabilité dite marginale, c'est-à-dire que le test soit positif. Je voudrais quand même reposer la question. Quelle est selon vous, vous allez faire une petite pause, quelle est selon vous la probabilité que je sois réellement en état d'ébriété? Est-ce qu'elle sera 95%, en dessous de 95%, disons entre 75 et 95? Est-ce qu'elle sera entre 50 et 75, entre 10 et 50, ou bien carrément inférieure à 10? Dans le fond, quelle que soit la réponse que vous avez donnée, elle est irrationnelle, elle n'a aucun sens et c'est pas objectif du point de vue scientifique. Vous allez me dire pourquoi. Eh bien, supposons que je sois absolument certain, pour des raisons par exemple médicales, que je ne bois jamais d'alcool, parce que si je bois de l'alcool, je risque par exemple la mort, j'ai une maladie disons extrêmement rare et l'alcool conduirait irrémédiablement à ma mort, ou tout simplement que je sois d'une communauté, par exemple pour des raisons religieuses,
je ne bois pas d'alcool et que j'ai jamais goûté à l'alcool, par exemple, que je sois certain que je n'ai pas bu, et que le test se révèle positif. Vous allez me dire, mais pourquoi le test serait positif? Eh bien, n'oubliez pas qu'il est fiable uniquement et seulement à 95%. Le policier n'a pas dit qu'il était fiable, ou le manufacturier ne mentionne pas qu'il est fiable à 100%. S'il y a juste 5% à ce que le test soit erroné, si j'ai la poisse ce jour-là, et je me fais choper par le policier, et je fais effectivement partie, j'ai gagné le loto, et j'ai été tiré au sort pour être positif, eh bien, même si le test est positif, cela ne me fera pas changer d'avis parce que je sais pertinemment que je n'ai pas bu ce soir-là. Et ça sera ma parole contre la sienne. Véritablement, il vous manque une information ici. Ce qu'on appelle la probabilité initiale ou la condition initiale, c'est-à-dire avant même de faire le test, quelles étaient mes chances à ce que je sois, statistiquement, à ce que je sois réellement en état d'ébriété. Ce qu'ils disent, d'après le rapport de Statistique Canada sur les conduites avec faculté affaiblie, 228 cas sur 100 000, c'est-à-dire 0,23%, des conducteurs seraient en état d'ébriété, c'est-à-dire 99,77% seraient sobres. Je vais donc mettre ici 228 divisé par 100 000 qui me donne mon 0,23%. Donc lorsqu'on teste un conducteur, effectivement en état d'ébriété, le résultat sera positif dans 84% des cas et négatif dans 16% des cas. Le 84%, ça c'est ce qu'on appelle la fiabilité du test. Il y a un autre paramètre qui est extrêmement important, sinon le plus important, qui s'appelle la spécificité du test. Qu'est-ce que c'est que la spécificité? C'est-à-dire la faculté d'un test à bien cibler ce que l'on veut bien tester. Par exemple, si un test n'est pas suffisamment spécifique, il va détecter un petit peu tout et n'importe quoi. Lors d'un test du conducteur sobre, le test est positif à 5%, cela veut dire qu'il est négatif à 95% des cas, et c'est ce qui fait vraiment la robustesse du test. Je vais donc mettre ici 95, vous savez, je vais mettre juste 90 pour des raisons pédagogiques pour pouvoir jouer par la suite. Quand j'ai un test positif et que l'état ébriété est vrai, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire la personne est vraiment en état d'ébriété, c'est ce qu'on appelle des vrais positifs. Pourquoi? Parce qu'il est en état d'ébriété et le test est positif. Donc, ça serait les 84 tests positifs en état d'ébriété qui va multiplier par la condition initiale qui est 0,23%. Les faux positifs, c'est lorsque le test est positif, voilà, je vais mettre le test positif, et que multiplie, la personne n'est pas en état d'ébriété, c'est-à-dire qu'elle est sobre. Si le test est négatif, alors que la personne est en état d'ébriété, c'est-à-dire que c'est le test négatif multiplié par la probabilité de 0,23, et quand ça c'est ce qu'on appelle les faux négatifs. Les vrais négatifs, quand la personne est sobre et elle est testée négativement, donc c'est vraiment négatif. Donc c'est 90 multiplié par 99. Faire juste pour aller vite, sur Excel, je vais calculer je vais commencer par calculer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire quelle est la probabilité que je sois en état d'ébriété quand j'ai été testé positif. Si je regarde la formule, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit c'est la probabilité quand je suis en état d'ébriété, la probabilité que je sois en état d'ébriété, c'est-à-dire le 0,23 multiplié par la probabilité que je sois testé positif
lorsque je suis en état d'ébriété, la probabilité lorsque je suis testé positif en état d'ébriété, c'est 7, le 84%, le tout divisé par la probabilité que je sois testé positif est la probabilité marginale, c'est-à-dire ce qu'on vient juste de calculer ici. Et c'est surprenant. La plupart, intuitivement, diraient en fait 95%. Mais c'est beaucoup moins que ça. La simple raison, c'est le faible pourcentage des gens ivres sur la route qui sont en état d'ébriété. C'est quoi la probabilité que je sois sobre quand j'ai été testé positif? Eh bien, elle est égale à la probabilité d'être sobre multipliée par la probabilité que je sois positif et sobre, le tout divisé par la même chose, c'est le même dénominateur, c'est le même dénominateur, et ça me ramène à 98,12%. Est-ce que c'est juste? Ben oui, parce que sans faire cette formule-là, c'est-à-dire ça fois ça divisé par ça, j'aurais très bien pu l'obtenir en faisant tout simplement 1 moins ceci. Ok? Maintenant, vous avez compris l'expression ici, probabilité en étant en état d'ébriété quand je suis testé négatif, elle est égale à 0,23 multiplié par 16 divisé par ma probabilité marginale qui est de 89,83. Excusez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, excusez-moi, mon C2, il fallait prendre mon 0,23. Voilà, je reconfirme, donc c'est bien 0,23 multiplié par 16 que divise 89,83. C'est ça. Vous l'aurez compris, finalement, la dernière case, elle se calcule en faisant le 99,77 multiplie le 90, le tout que divise mon 89, donc le marginal négatif, et ça me ramène à 99,96. Est-ce que, je me pose la question toujours, est-ce que c'est correct? Oui, puisque 0,04 et 99,96 donnent bien le 100%, et de la même manière, si je fais le 1 moins, vous l'avez deviné, je vais avoir le même chiffre. Maintenant, j'aimerais revenir, comme j'ai dit, sur ce chiffre-là de 84%. Moi, j'ai mis vraiment les chiffres que j'ai trouvés sur le site internet, mais pour des raisons pédagogiques, on avait dit dans l'exercice que c'était 95%. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passerait si je mets ici 95%. Hop, la probabilité, vous voyez ce qui est vert ici, la cellule C16, elle est montée, mais pas beaucoup, juste à 2,12. Je suis vraiment curieux de monter la fiabilité du test à 98 pour savoir. Vous voyez que vraiment, ce calcul-là n'est absolument pas sensible à la fiabilité. Même si je fais 99, ça reste aux alentours de 2. Je fais, admettons, 99,99. Eh bien... Maintenant, je reviens du côté de la sensibilité, appelée aussi fiabilité du test. Je la remets à 95. Et je vais aller voir du côté de, cette fois-ci, de la spécificité du test. C'est ce qui nous intéresse pour voir un peu comment mes résultats vont se comporter. Si je mets, admettons, ici 92, vous voyez que je monte à 2,64, pas grand-chose. Je fais 95, je monte déjà à 4. Si je mets 98, je monte déjà à 10.
Si je mets 99 comme tout à l'heure, oh, je suis déjà près de 20%, à peu près 18%. Si je pousse à la limite et puis je mets 99 comme, .99 comme tout à l'heure, vous voyez que vraiment le résultat devient de plus en plus probant et fiable quand la spécificité du test est au rendez-vous. Et vous conviendrez avec moi que dans ces cas-là, lorsque la spécificité du test est au rendez-vous, il y a très très peu de chances de se tromper. Elles sont uniquement de 4,4%, admettons 5%. Le reste du temps, quand la personne est positive, c'est qu'elle est très potentiellement en état d'ébriété. Vous savez ce que ça me rappelle, ça? Ça me rappelle la célèbre phrase d'Albert Einstein qui disait il ne faut jamais tester les compétences d'un poisson à grimper un arbre. Supposons qu'il y a une certaine maladie contagieuse et que l'on te fasse passer un test pour savoir tout simplement si tu l'as attrapé. De la même manière, tout à l'heure, j'ai juste remplacé l'hypothèse par malade, l'état, être malade, et l'évidence par, j'ai gardé la même chose, un test que ce soit pour l'alcool ou un test antigène, c'est le même résultat, c'est soit positif soit négatif. Il peut être soit numérique ou, je veux dire, analogique, moyennant un marqueur. En fait, la formule reste la même. En fait, disons que 1% de la population est malade, cette fois-ci. Vous faites un test qui est fiable à 95%, n'est-ce pas? Et sensible à 90%, c'est-à-dire que ce soit Covid ou n'importe quoi, là, cancer, n'importe quoi. Je fais exactement les mêmes calculs, tout ça c'est automatique, Les seules cellules dans lesquelles j'ai introduit des chiffres, c'est les cellules que je vais mettre en surbrillance, en jaune. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que quand je passe un test et que je suis positif, les chances que je sois réellement malade, elles sont uniquement, mais vraiment uniquement de 8,76%. Ça voudra dire que, à tort, on déclare des cas ou à tort, on déclare des gens malades alors qu'ils sont en bonne santé théoriquement. Plus de 91%, est-ce qu'ils soient vraiment en bonne santé et malgré ça, le test les sort positifs? Là, j'ai vraiment du mal à croire un petit peu ce qui se passe, ce qui se dit dans les médias, parce que si on laisse pas parler les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je fais maintenant le parallèle avec les formules que vous avez certainement dû entendre ailleurs, ce qu'on appelle la VPP ou la VPN, c'est-à-dire, c'est juste une façon de dire que c'est la valeur prédictive positive, ou bien la valeur prédictive négative, et que j'ai mis en couleur pour les reconnaître, ce qu'on appelle PR, SE et PSP. C'est respectivement la prévalence de la maladie, la sensibilité et la spécificité. Donc si, par exemple, je mets, comme j'ai mis l'exemple tout à l'heure, 1%, je mets ici 1%, 95%, le test, la fiabilité, je mets ici 95%, pour la sensibilité, je mets 90%. Vous avez deviné que je vais juste me mettre sur la barre de formule pour vérifier que c'est bien la formule que j'ai mis dans Excel, qu'il n'y a pas de lézard ou d'anguille sous roche. Donc c'est bien la sensibilité fois la prévalence, que divise la sensibilité fois la prévalence plus 1 moins la sensibilité fois 1 moins la prévalence. C'est bien ce que vous avez ici dans la formule, n'est-ce pas? Avec les codes couleurs, vous allez reconnaître les termes. Et qu'est-ce que ça me sort? Ça me sort 8,76%. Ce n'est pas différent du calcul simple que j'ai obtenu ici. C'est juste une autre manière de faire les choses, mais c'est exactement la même chose. Mais on ne vous parlera jamais de la probabilité que le test soit positif alors que vous êtes potentiellement en bonne santé. On vous parlera jamais de ça. On vous parlera de la VPP qui est de 8,76%,
Mais comme on ne sait pas ce que c'est que la VPP, le citoyen moyen ne sait pas ce que c'est que la VPP, ben, il ne va pas faire le parallèle. Tout ce que on sait intuitivement, si le test est fiable à 99,99% ben, et je suis testé positif, c'est que je suis malade. Moi je vous dis, quand vous avez un test et qu'il est positif, n'allez pas faire votre testament, n'allez pas préparer vos funérailles parce qu'il y a de fortes chances à ce que ce ne soit pas si dramatique que ça. De la même manière, la valeur prédictive négative, c'est si je fais encore le même exercice, je me place sur la barre de formule, vous pouvez vérifier, vous pouvez mettre une pause et puis vérifier que c'est la bonne formule et que les 99,14% qu'on obtient avec la nouvelle formule qu'on peut trouver dans des revues scientifiques, c'est exactement la même chose, c'est le même 94 que on vient de calculer dans le petit tableau de probabilité. Voilà. Merci, bonne journée.